Bon, bien, bonsoir tout le monde. Merci d'être présent. Nous allons procéder tout de suite à la période de questions concernant l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions sur l'ordre du jour? Parfait. Donc, nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Ça prendrait un proposeur. Je la propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par Je seconde. M. Roy. Le suivi de la période de questions de l'Assemblée précédente, eh bien, il n'y avait pas de questions qui étaient restées en suspens. Donc, il n'y a pas de suivi à faire ce soir. Le point 5, l'adoption du procès-verbal. Ça prendrait un proposeur. Je le propose. Mme Anderson, appuyée par J'appuie. M. Laplaine. Le point 6.1, M. Laplaine. Considérant qu'il y a lieu de souligner distinctement le 25e anniversaire du Cercle des fermières de Mercier, ainsi que le 100e anniversaire de création des Cercles des fermières du Québec, considérant que la ville de Mercier fête son 175e anniversaire de la paroisse de Sainte-Philomène et son 50e anniversaire de passage des villages à ville, considérant que le tricot graffiti est un heureux mélange de la tradition et de l'innovation et qu'il représente très bien l'esprit des festivités de la ville de Mercier en 2015, considérant les disponibilités budgétaires de la ville de Mercier, en conséquence est résolu que ce conseil octroie une contribution financière de 500 $ au Cercle des fermières pour son projet de tricot graffiti. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Monsieur Simon. Donc, le point 6.2, M. Laplaine. Considérant que la troupe de théâtre Les 100 noms de Mercier est un organisme reconnu par la ville de Mercier, considérant que la troupe de théâtre Les 100 noms de Mercier remet une partie de son cachet à des organismes du milieu, considérant qu'en 2014, la contribution de la ville de Mercier était de 300 $, considérant les disponibilités budgétaires de la ville de Mercier, en conséquence est résolu que ce conseil octroie une contribution financière de 300 $ à la troupe de théâtre Les 100 noms de Mercier pour l'achat d'un espace publicitaire d'une page complète du programme qui sera remis lors des 4 représentations de la pièce L'au-delà du lundi. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. Le 6.3, M. Laplaine. Considérant la demande d'aide financière de l'Association de hockey mineur dans le cadre d'une activité de financement, en conséquence est résolu que ce conseil octroie une aide financière au montant de 200 $ à l'Association de hockey mineur dans le cadre de leur activité de financement qui aura lieu le 21 février prochain. Et j'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le 7.1, M. Roy. Considérant qu'un avis de motion a été présenté lors de la séance ordinaire du 13 janvier 2015, en conséquence, il est résolu que ce Conseil adopte le règlement 2015-924, règlement adoptant les prévisions budgétaires 2015 de la Régie intermunicipale d'aqueduc de la Valtrie. Je propose. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 8.1, M. Drolet. Considérant qu'une demande de soumission par invitation écrite pour la fourniture des services professionnels concernant l'élaboration d'indicateurs de performance versus attente signifiés et tableaux de bord de gestion pour la ville de Mercier a été effectuée, considérant que 3 sociétés ont été invitées mais qu'une seule a déposé une soumission, considérant qu'un comité d'évaluation a été formé par la direction générale afin d'évaluer la conformité de cette soumission, considérant que cette soumission est conforme au devis, en conséquence est résolu que ce conseil octroie le contrat de l'élaboration d'indicateurs de performance attente signifiés et tableau de bord de gestion à la firme Raymond Chabot Grant Thornton au montant de 29 600 $, taxes exclues. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par Et j'appuie. M. Roy. Le 8.2, M. Simon. Considérant que Mme Colette Roy-Laroche, mairesse de Lac-Mégantic, s'est grandement fait connaître pour sa gestion de la crise suite à la tragédie ferroviaire survenue en juillet 2013, laquelle a coûté la vie à 47 personnes, considérant le grand respect qu'éprouve le Conseil envers Mme Roy-Laroche, considérant le deuil que vit Mme Roy-Laroche suite à la perte récente de son époux, en conséquence que ce Conseil transmette à Mme Roy-Laroche, mairesse de Lac-Mégantic, ses plus sincères condoléances. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par Et j'appuie. M. Drolet. 9.1, M. Roy. C'est une nomination de médaille du lieutenant-gouverneur du Québec pour les aînés.
Considérant la tradition établie à l'effet que la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec est depuis 2007 remise à des Québécoises et Québécois en reconnaissance de leurs engagements sociaux en communautaire et de leur dépassement de soi. Considérant la communication de M. André Couture, responsable du programme des distinctions honorifiques du bureau du lieutenant-gouverneur, transmis à la Ville de Mercier le 23 décembre 2015. Considérant que l'honorable Pierre Duchesne désire entre autres souligner l'excellence du travail bénévole des aînés par l'attribution de la médaille argent du lieutenant-gouverneur. Considérant que la Ville de Mercier est invitée à émettre des suggestions quant aux récipiendaires potentiels de ces distinctions, considérant leur engagement et l'aide qu'ils ont su apporter à leur communauté au cours de nombreuses années, en conséquence, il est résolu que ce Conseil propose la candidature de Mme Mariette Pitt et Ginette Amiotte pour la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec pour les aînés. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par Et j'appuie. M. Drolet. Donc, c'est la même chose qu'on avait fait avec les deux dames l'année passée, qui étaient Mme Mallette et Mme Lazur, qui avaient été effectivement sélectionnées pour recevoir la médaille. Le 10.1, Mme Henderson. Pour la nomination d'une commis à la comptabilité, alors considérant qu'il y a eu affichage à l'interne du 9 au 15 janvier 2015 et un affichage à l'externe du 24 décembre 2014 au 21 janvier 2015 pour le poste de commis à la comptabilité, taxation telle que l'exige la convention collective, considérant que Mme Valérie Goulet répond aux exigences demandées par la convention collective, considérant que tout est conforme à l'article 9.08 de cette convention collective, conséquence est résolue que ce Conseil nomme Mme Valérie Goulet au poste de commis à la comptabilité taxation, que la nomination soit effective à compter du 9 mars 2015 et que ses conditions de travail soient celles prévues à la convention collective, section locale 3153 pour la classe 8. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Henderson, appuyé par Et j'appuie. M. Drolet. En fait, c'est en remplacement d'une personne qui prend sa retraite, qui est Mme Diane Giguère. Elle va prendre sa retraite, donc Mme Goulet va rentrer le 9 mars pour commencer sa formation avec Mme Giguère. Le 10.2, Mme Henderson. Alors, c'est pour le salaire des étudiants pour la saison 2015 qui arrive. Alors, considérant que le salaire minimum est passé de 10,35 à 10,55, soit une augmentation de 20 sous, considérant que dans les mois qui suivent, la politique de rémunération des étudiants sera revue et ajustée en fonction des orientations du plan stratégique pour les années à venir. En conséquence, il est résolu que ce Conseil, sous la recommandation de la Direction des ressources humaines, procède à l'adoption de la grille proposée, laquelle prévoit une augmentation de 20 sous, ce qui représente l'augmentation du salaire minimum. Que cette grille fasse partie intégrante de la présente résolution. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Henderson, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le point 11.1, M. Simon. Considérant qu'il a été procédé à une demande de soumission par voie d'invitation écrite pour la fourniture de services professionnels en architecture afin qu'il soit procédé à la confection des plans de la nouvelle caserne de pompiers. Considérant que 3 sociétés d'architectes ont été invitées et de ces 3 sociétés, 2 ont déposé une soumission. Considérant qu'un comité d'évaluation a été mis en place par la Direction générale afin de procéder à l'analyse des soumissions. Considérant que les 2 sociétés se sont qualifiées et que le comité a procédé à l'ouverture des bordereaux de prix. Considérant que la société ayant le plus haut pointage est Julie Dagenet, architecte, au montant de 28 000 $ taxes exclues. En conséquence, il est résolu que ce Conseil procède à l'octroi du contrat pour la fourniture de services professionnels en architecture afin de procéder à la confection des plans de la nouvelle caserne de pompiers à la société Julie Dagenet, architecte, le tout conformément à la demande de prix et au montant de 28 000 $ taxes exclues. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par Et j'appuie. M. Roy. Le 12.1, M. Roy. C'est une radiation des comptes 2014 pour mauvaise créance. Considérant qu'à chaque année est soumis au Conseil la liste des comptes à radier pour la mauvaise créance. Considérant la liste jointe à la présente résolution pour le compte à radier pour les années 2014. En conséquence, il est résolu que ce Conseil annule les comptes à recevoir et radie ceux-ci pour mauvaise créance pour l'année 2014, qui totalise un montant de 899,90 selon la liste datée du 19 janvier 2015. Et que cette même liste soit jointe en annexe à la présente résolution pour en faire partie intégrale. Je propose.
Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplante. 12.2, Mme Anderson. Alors, c'est pour l'approbation des comptes à payer du mois de janvier 2015. Alors, au courant du mois de janvier, il y a un total de 1 288 126,70 de dépenses. Alors, je propose que ce conseil approuve les listes de comptes payés et des comptes à payer mentionnés ci-haut et autorise la directrice des finances et de la trésorerie à effectuer les paiements requis. J'approuve. Proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Simon. 12.3, M. Drolet. C'est un appel d'offres concernant la vérification des états financiers. Considérant qu'il a été procédé à une demande de soumission par voie d'invitation écrite pour la fourniture de services professionnels concernant la vérification des états financiers de la Ville de Mercier pour 3 ans. Considérant que 3 sociétés de comptables professionnels agréés ont été invitées et que ces 3 sociétés ont déposé une soumission. Considérant qu'un comité d'évaluation a été formé par la Direction générale afin de procéder à l'analyse des soumissions reçues. Considérant que les 3 sociétés se sont qualifiées et que le comité a procédé à l'ouverture des bordereaux de prix. Considérant que la société ayant le plus haut pointage est Chiasson Gauvreau Inc. au montant total pour 3 ans de 48 000 taxes exclues. En conséquence, est résolu que ce conseil octroie le contrat de la vérification des états financiers à la firme ayant obtenu le plus haut pointage, soit Chiasson Gauvreau Inc. pour un montant total de 48 000 pour les exercices financiers 2014, 2015, 2016. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. Le 12.4, M. Laplante. Considérant le programme d'achat regroupé du Centre de services partagés du gouvernement du Québec, considérant que ce conseil souhaite que la Ville de Mercier adhère à ce programme pour l'acquisition de certains biens et services afin de profiter des économies d'échelle afférentes, et résolu que ce conseil autorise la directrice des finances et de la trésorerie, Mme Nadia René, à signer pour et au nom de la Ville tout document requis à cet effet. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplante, appuyé par J'appuie. M. Roy. Le 14.1, M. Simon. Considérant les demandes déposées au service d'urbanisme, donc je ne sais pas si on va toutes les voir, y a-t-il une note? Bon. Que ce conseil entérine les recommandations du comité consultatif d'urbanisme telles qu'énoncées au procès-verbal de la rencontre tenue le 15 janvier 2015, que ce conseil approuve les plans d'implantation et d'intégration architecturale tels qu'énumérés ci-dessous, selon les recommandations et conditions consignées au procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 15 janvier 2015. Donc le lot 197-61 et P 197, c'est le boulevard sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste. C'est en face du concessionnaire automobile Chrysler. Donc, c'est pour ses autos d'occasion. Donc, il demande de mettre des oriflammes. Le règlement, qu'est-ce que le règlement permet en ce moment? C'est 2 oriflammes, mais il faut qu'ils soient accrochés après le bâtiment. Donc là, de ce côté-là, il n'y a pas de bâtiment. Donc, on y permet de mettre ça sur des poteaux assez solides. De toute façon, il va y avoir un bâtiment de construit là. Je m'excuse, oui, c'est juste le design de l'oriflamme pour le PIA. C'est le design? C'est juste le design. Ah, oui, c'est vrai. Donc, je m'excuse. Ça, ça va être une dérogation d'une heure plus tard. Donc là, c'est le design qu'on a approuvé. Là. Il nous en a fait 6. On les a approuvés. Là. Donc, il va y avoir le choix. Ouais, mais il y a 6 qui étaient proposés, mais dans la dérogation mineure, vous allez le voir plus tard. Donc, il y a ça. Il y a le 756 boulevard Saint-Jean-Baptiste, donc la modification d'une enseigne. Il y avait un centre d'esthétique avant, et là, c'est rendu un centre d'esthétique, mais canin. Donc, ça va être... donc, l'affiche qu'on voit là, Poppy Love. Et au 1156 boulevard Sainte-Marguerite, c'est un ajout d'une enseigne sur le bâtiment. Donc, il n'y avait rien de non conforme là. Le comité consultatif d'urbanisme l'a approuvé. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. 14.2, M. Simon. Louis Simon, conseiller municipal, dépose le procès-verbal
de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme tenue le 17 décembre 2014. J'en fais le dépôt. Proposé par M. Simon. Le 14.3, Mme Henderson. Alors, c'est concernant cette demande de dérogation mineure pour le 2015-01 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Considérant la demande de dérogation mineure déposée au service d'urbanisme visant à augmenter le nombre de riflammes autorisés par établissement à 6 au lieu de 2, tel que prescrit par le paragraphe B de l'article 11.2.2.1.5 du règlement de zonage présentement en vigueur. Considérant la grande dimension du frontage de terrain en question, considérant l'impact visuel causé par l'ajout d'un grand nombre de riflammes, considérant le caractère intemporel de la demande et considérant la possibilité d'implantation d'un nouveau commerce sur cette propriété. Conséquence est résolue que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure, numéro 2015-01, conditionnellement à ce qui suit. Qu'elle prenne fin dès l'émission d'un certificat d'autorisation pour un bâtiment principal et que le nombre de riflammes autorisés soit limité à 4 et non de 6. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Henderson, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le 14.4, Mme Henderson. Alors, il y a une deuxième dérogation mineure pour cette demande. Alors, considérant la demande de dérogation mineure déposée au service de l'urbanisme visant à retirer l'obligation d'installer des oriflammes sur la façade principale d'un établissement afin de permettre l'installation d'oriflammes sur un terrain sans bâtiment principal. Alors, considérant le préjudice causé aux demandeurs par l'application de la réglementation, parce qu'ils ne pourraient pas poser d'oriflammes vu qu'il n'y a pas de bâtisse, considérant la nature de l'usage actuel du terrain, soit un stationnement d'un commerce de vente de véhicules, considérant le caractère intemporel de la demande, considérant la possibilité d'implantation d'un nouveau commerce sous cette propriété et considérant le risque que posent les oriflammes pour la sécurité lorsqu'elles se décrochent. En conséquence, est résolu que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure conditionnellement à ce qui suit. Qu'elle prenne fin de l'émission d'un certificat d'autorisation pour un bâtiment principal sous cette propriété et que les oriflammes soient installées de manière permanente à l'aide d'un ancrage métallique. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Henderson, appuyé par J'appuie. M. Simon. 14.5, M. Laplaine. Considérant la demande d'aliénation de lotissement et d'utilisation à des fins autres que l'agriculture du lot partie 62-16 reçu en service d'urbanisme, considérant que l'utilisation projetée de ces lots est conforme au règlement de zonage en vigueur, en conséquence, il est résolu que ce Conseil appuie la présente demande d'aliénation de lotissement et d'utilisation à des fins autres que l'agriculture sur les lots parties 62-16. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Roy. Est-ce que vous voulez expliquer un petit peu dans quel secteur, là, M. Laplaine? Oui, c'est la rue Saint-Gérard. Si on prend la rue Marlot, on monte à la mairie, à la rue Saint-Gérard, il y a un citoyen qui a demandé d'avoir une place d'handicapé, si je me souviens bien, pour handicapés. Donc, nous, ça ne nous pose pas de problème. Mais vu qu'il faut demander la demande à CPTAQ, fait que nous, on reformule la demande à la CPTAQ pour accréditation. Parfait, merci. Donc, le 14.6, M. Simon. Considérant le projet Terre 152, lequel comporte notamment l'instauration d'une nouvelle rue, considérant que le comité de toponymie, lors de sa réunion du 28 janvier dernier, avait pour mandat de recommander un nom pour la rue projetée, considérant qu'une liste de noms de rues potentielles avait été déposée lors de la rencontre du comité de toponymie du 4 juin 2012, considérant que le choix du comité s'est arrêté sur un nom tiré de cette liste, considérant que le comité recommande que la rue du lot en voie de subdivision 1014 soit nommée Bannon, considérant que M. Mathieu Bannon fut maire de Sainte-Philomène au début du siècle dernier. En conséquence, est résolu que le Conseil approuve le nom de la rue Bannon proposé par le comité de toponymie pour le lot 1014, lequel est en voie de subdivision. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par Et j'appuie. M. Roy. Le 14.7, M. Drolet. Donc, considérant l'avis de motion 2014-12-521 présenté lors de la séance extraordinaire tenue le 16 décembre dernier, considérant que cet avis de motion visait à adopter un règlement modifiant le règlement de zonage
afin d'amender la grille des spécifications associées à la zone H04-463 pour y limiter le nombre de logements maximal pour un bâtiment à 10, ainsi que pour y limiter la hauteur des bâtiments à 2 étages. Considérant l'effet de gel que peut avoir cet avis de motion sur l'émission des permis de même que sur l'exécution des travaux de construction en vertu de l'article 114 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le Conseil, bien qu'il soit conscient que cet effet de gel viendra à échéance sous peu, soit très clair quant à ses intentions, considérant qu'après analyse, le Conseil n'a plus jusqu'à nouvel ordre l'intention de modifier le règlement de zonage tel que stipulé dans l'avis de motion du 16 décembre 2014. En conséquence, il est résolu que ce Conseil abroge l'avis de motion 2014-12-521 présenté lors de la séance extraordinaire du 16 décembre dernier. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par Et j'appuie. M. Roy. Donc, pour votre information, au mois de décembre, nous avions passé un avis de motion pour nous permettre d'analyser le dossier pour voir qu'est-ce qu'il en était exactement, parce que là, on nous parlait d'un 20 logements qui pouvaient être à plusieurs étages, dont 3 ou 4 étages qui avaient été mentionnés lors de cette séance-là par des citoyens. Donc, on a procédé à l'analyse, puis effectivement, il va y avoir un 20 logements, mais pas en hauteur, mais en bas, là, finalement, ça va être 2 étages et demi maximum et qui va être de la même hauteur que les autres bâtiments qui sont déjà là existants. Fait que, considérant ces informations-là, c'est la raison pour laquelle on lève l'avis de motion qu'on ne fera pas de changement de zonage à ce niveau-là. Donc, voici le 15.1, M. Laplaine. Considérant l'importance que ce conseil accorde à la jeunesse de la ville de Mercier, considérant les services offerts par la Maison des jeunes de Mercier, considérant que la ville de Mercier fournit gratuitement un bâtiment à la Maison des jeunes et qu'elle contribue à son entretien, considérant que le protocole d'entente régissant les relations entre la Maison des jeunes et la ville de Mercier est arrivé à échéance, considérant qu'il y a lieu de reconduire le dit protocole d'entente, considérant les disponibilités budgétaires de la ville de Mercier, en conséquence, il est résolu que ce conseil reconduit le protocole d'entente avec la Maison des jeunes et autorise à cette fin la mairesse Mme Lise Michaud et le directeur général M. René Chalifou à signer le dit protocole, que ce conseil maintient la contribution financière de 25 000 $ pour les opérations de la Maison des jeunes de Mercier et de 15 000 $ pour le projet de travail du milieu, que ce conseil appuie la Maison des jeunes aux fins de représentation auprès des gouvernements pour l'augmentation du financement par le programme de soutien aux organismes communautaires. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Simon. Donc, période d'intervention des membres du conseil, M. Drolet. Donc, bonjour tout le monde. Vraiment, je voulais juste vous dire que le 6 juin 2015, il y aura une fête de quartier organisée au parc Raymond-Pitt. Si jamais il y a des gens qui sont intéressés à s'impliquer, rentrer en contact avec moi. Il y a déjà une rencontre de prévue qui a déjà eu lieu. Il va en avoir un autre au mois de mars. Donc, il faut toujours rentrer en contact avec moi. Deuxièmement, je voudrais féliciter Mme Sauvé pour son bébé. Je souhaite beaucoup de santé à la maman et au petit bébé également. Et troisièmement, dans la politique, on redonnait 10%. Je voulais juste vous dire que je donne déjà 2 chèques. Un à impôt bénévole du Surroi, de l'équivalent de 300 $. Et alors, votre chèque est ici, je vais vous le donner tantôt en finissant. Impôt bénévole du Surroi, c'est, dans le fond, c'est une bande de bénévoles qui font des impôts pour les gens, c'est les aînés. Tout le monde? À faible revenu, donc ça permet de pouvoir payer tout ce que ça coûte. Là. Et deuxièmement, en tout cas, c'est de bon cœur. Tout le monde est de bon cœur, et puis c'est ça. Deuxièmement, club de patinage artistique, 50 $. Donc, c'est mes 2 contributions. Merci, M. Drolet. M. Simon. Bonsoir. Faut pas oublier, le 23 et le 26 février prochain, donc très bientôt, il y a des consultations publiques à 19h30, ici même.
pour le projet pour notre projet de police, là, pour ramener notre corps policier, ramener l'autonomie de notre corps policier, reformer notre propre corps policier, donc le 23 et le 26 février. Consultation publique, donc on vous présente le tout. Et dans le même ordre d'idée, j'avais annoncé que je faisais 2 fêtes des citoyens, une avec M. Drolet et une avec M. Laplaine. Finalement, j'en fais juste une. Là. À un moment donné, il faut concentrer nos énergies avec la fête nationale qui s'en vient et tout le tralala. Donc, ça va être le 30 mai avec M. Laplaine au Parc Loisel. Donc, pour le quartier numéro 5, c'est le 30 mai au Parc Loisel. On se rencontre demain soir là, avec des citoyens qui sont intéressés à s'impliquer. Il y a toujours de la place là, d'autres citoyens qui veulent s'impliquer. Donc, pour moi, avec mon rhume, ça va être assez pour moi ce soir. Merci. Merci, M. Simon. M. Laplaine. Donc, bonsoir à tous. Donc, moi, de mon côté, j'aimerais remercier tous les gens bénévoles, l'organisme qui ont contribué pour la féerie d'hiver. Il a fait froid. Il a venté, c'était très froid, mais le soleil était de la partie. Les gens se sont présentés, les citoyens se sont amusés. Donc, merci à tous ces gens qui se sont impliqués. Comme mon collègue, M. Drolet, donc nouvelle année 2015 en cours, donc nouveau don pour les conseillers. Donc, j'avais promis en décembre dernier, la Fondation Charles Bruno, en janvier ou décembre dernier, que je donnerais le 5%, donc 750 $. Donc, le don a été donné, a été présenté à la Fondation. Donc, c'était pour un petit suivi à ce sujet. Et puis, le 30 mai, pour la fête de quartier, donc avec mon collègue M. Simon, donc le 30 mai pour le quartier numéro 6. Donc, les gens du quartier qui veulent s'impliquer, vous pouvez venir me voir après la séance. Ça me fait plaisir de vous donner des informations. Merci. Merci, M. Laplaine. M. Roy. Moi, je vais être bref. Merci beaucoup d'être venus encore ce soir nous notre rencontre mensuelle. Puis, je voudrais offrir... comment on peut dire ça? Moi aussi, on va mes félicitations à Mme Sauvé pour son nouveau bébé. Merci. On coupe au montage, ça fait. Merci, M. Roy. Mme Anderson. Alors, moi aussi, je suis très brève. Merci beaucoup d'être là. C'est toujours le fun de voir qu'il y a toujours du monde qui nous suit. Alors, je n'ai pas de commentaires pour ce soir. Merci, Mme Anderson. Pour ma part, ça va être bref aussi. Merci d'être là et félicitations moi aussi à Mme Sauvé. C'est un petit garçon qu'elle a eu. Donc, beaucoup de santé et de bonheur avec sa famille qui s'est agrandie. Et puis, on va passer à la période de questions. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions dans la salle? Bonjour, j'aimerais savoir si on pourrait avoir le plan d'aménagement pour le lot de la terre 152 qui est en arrière de la rue des Freins pour l'ensemble des citoyens qu'on nous a demandé à multiples reprises au cours des derniers mois et qu'on n'a pas reçu encore. Si le document est public, il n'y a aucun problème. Monsieur... On pourrait faire une demande d'accès à l'information. OK, parfait. Une autre question concernant le fameux cours d'eau qui était dans le fond le bassin du versant. On aimerait savoir sur quelle analyse que vous avez conclue de la nature du cours d'eau et quelles sont les personnes ressources qui vous ont feedé par rapport au cours d'eau qui était connexe à la Terre 152. Monsieur Ferland a fait les derniers travaux là-dessus. Donc, Monsieur Ferland, si vous voulez répondre. Mais en fait, ce que je comprends, c'est qu'il y a un certificat de conformité qui a été émis quant à notre réglementation municipale, notamment quant au cours d'eau. OK. Qui a émis ce certificat-là? Ben, il y a plusieurs certificats qui ont été émis. Donc, il y a un certificat de la MRC qui a été émis. Le fait que le projet est conforme à la réglementation de la MRC. Il y a également un certificat qui a été émis par la municipalité locale, c'est-à-dire par nous. Le fait que le projet est conforme à notre réglementation. OK. Moi, j'ai une réponse de la MRC de Roussillon signée par M. Pierre Laprise et Mme Lynne Dansereau, qui s'occupe de l'aménagement des cours d'eau. Et pour donner suite à notre conversation téléphonique du 21 janvier dernier, la présence de Mme Lynne Dansereau, je vous informe que ce n'est pas le rôle de la MRC de définir la nature du débit d'un cours d'eau. Notre rôle et notre compétence à l'égard des cours d'eau nous est délégué par la loi sur les compétences municipales et consiste entre autres à révéler présence ou non
d'un cours d'eau sur le territoire de la MRC, peu importe qu'il soit à débit régulier ou intermittent. Donc, si la MRC n'est pas capable de savoir si c'est un cours d'eau à débit régulier ou intermittent, je vais vous répondre, je vais vous redemander la question. Quel métier fait en sorte de déterminer la nature d'un cours d'eau? Est-ce que vous êtes capable de nous répondre? Mais en fait, moi, ce que j'en sais, je pense que la question que vous posez relève de l'avis juridique, c'est-à-dire savoir qui est-ce qui va déterminer la nature du cours d'eau comme tel. Je ne suis pas, je ne pense pas être habilité à vous donner un avis juridique sur la question ce soir, mais je comprends les propos de la MRC. Ce que je peux vous dire, c'est que le cours d'eau comme tel, en fait, la qualification du cours d'eau, je pense que autant le ministère de l'Environnement que la MRC que la municipalité locale, écoutez, si je ne m'abuse, considère que le cours d'eau est intermittent. Là. Moi, ce que je peux vous dire, dans le fond, c'est que vous avez, en fait, il y a des certificats de conformité qui ont été émis, tant par la MRC que la municipalité locale. Ces certificats-là ont été émis. Je pense qu'ils sont toujours valides. La municipalité locale a effectivement accordé son approbation par rapport au projet, basé sur une étude topographique de 1979. Le contexte actuel a énormément changé. Vous étiez tous présents. On vous a averti à multiples reprises et je vais vous poser la question parce que je pense que vous étiez tous présents. Quel métier est capable d'étudier les cours d'eau au Québec? Je vous l'ai déjà dit, je vais vous le répéter. Moi, j'ai rentré en contact avec le ministère de l'Environnement. Je leur ai posé la question. Ils nous ont dit qu'eux, sur la carte sur laquelle la MRC et tout le monde se réfèrent, il y a une carte qui est publique, que les gens peuvent se référer. Et sur ces endroits-là, j'ai les cartes ici et sont identifiés comme étant des cours d'eau à débit intermittent. Donc, il y a 3 volets. Il y a le premier volet que le ministère de l'Environnement nous a validé de par ses cartes que c'était un cours d'eau à débit intermittent. Le deuxième volet... Sur la base de la topographie de 1979. Je n'ai pas été vérifier les dates, là. Moi, ce qu'on me dit au ministère de l'Environnement, il se base là-dessus. Donc, moi, en tant que municipalité, je me base sur ce que le ministère de l'Environnement nous a fourni comme information. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, la MRC nous a aussi validé que, selon son information à elle qu'elle détient, que c'est aussi un cours d'eau à débit intermittent. J'ai les informations ici qui le prouvent. Troisièmement, nous avons des employés qui ont constaté de visu l'été passé, qui sont allés faire des travaux sur ce cours d'eau-là qui était à sec au moment où ils sont allés. Et pour déterminer si un cours d'eau est à débit intermittent ou régulier, la façon la plus simple, c'est de voir si dans une période de l'année, le cours d'eau est à sec. Ça a été le cas. Nous avons des employés sous serment qui ont affirmé que l'été passé, ils ont vu ce cours d'eau-là à sec plus d'une fois. Madame Michaud, dans le cas présent, on vous a avisé à multiples reprises, on a déposé un avis juridique en novembre. Vous avez avisé de quoi exactement? Que le bassin faisait partie d'un cours d'eau à débit régulier. On vous a déposé un avis juridique. Ça, c'est votre prétention. Laissez-moi finir ce que j'ai à vous dire, OK? On vous a déposé un avis juridique vers la mi-novembre. On était tous réunis ici. On vous a averti de ça. OK? La base de la présence à cette activité-là était non seulement de vous divulguer ce qu'en était, mais de l'avis juridique et des experts d'un hydrologue. OK? Là, aujourd'hui, j'ai une expertise d'un hydrologue. Un hydrologue, c'est la personne, c'est un ingénieur, premièrement, qui étudie les cours d'eau. OK? Et lorsqu'il y a présence d'eau, durant une analyse d'un cours d'eau, ça ne se fait pas juste en regardant 2-3 employés. Une analyse d'un cours d'eau, ça se fait sur une période de 6 mois à 1 an, avec des relevés précis. Et c'est la diligence de la ville de faire cette analyse-là. Et lorsque, sur une base, dans une lettre transmise à M. Robert, membre du comité des citoyens de la Scabrique, OK, l'organisme de bassin versant de la rivière Châteauguay mentionne que la banche du ruisseau d'une longueur de 500 mètres est classée ruisseau intermittent depuis au moins 1979 dans la base de données topographiques du Québec. Donc, c'est ce que le ministère vous a donné comme information. Exactement. Sur une base préliminaire, nous avons examiné les photos aériennes disponibles dans la base de données de diffusion de cartographie hydrologique du MDDE-LCC et dans celle de Google Earth de 2002, 2004, 2008, 2009, 2010 et 2010. Ces photos démontrent qu'entre les années 2006 et 2007, un bassin de rétention d'eau pluviale a été construit à l'extrémité nord de la branche du ruisseau.
Ce bassin prolonge d'environ 100 mètres le cours d'eau cartographié et il n'est pas encore intégré à la base topographique du Québec. C'est la première constatation qu'on fait lorsqu'on fait appel à un hydrogéologue pour étudier le cours d'eau. Donc, les informations qu'on vous a données sont erronées par rapport à la situation géographique présentement litigieuse qu'on vous a offert par papier lors de la séance du mois de novembre 2015. Par la suite, ce qu'on dit, c'est que les eaux pluviales proviennent entre autres des ruissellements des surfaces, mais également du rabattement des nappes d'eau souterraines effectuées par chacun des systèmes de drainage des bâtiments du secteur. Donc, ces conditions n'étaient pas présentes entre 1979 et 2006, puisque la tête de cette branche de ruisseau Guérenton, débutant environ 85 mètres au sud de la rue Saint-Denis, n'était pas raccordée avec les réseaux pluviales de la ville. Il faut également ajouter que la nature argileuse des sols hydrogéologique de Châteauguay du secteur fait en sorte que le ruissellement y est plus élevé que dans les secteurs savanneux plus perméables. De plus, basé sur notre expérience, le niveau de nappe devrait être généralement assez élevé, ce qui vient également contribuer à maintenir le débit dans le ruisseau. Ça, c'est pas moi qui l'écris, c'est M. Philippe Ferrier, hydrogéologue. Lors de notre visite des lieux réalisée le 22 janvier, il nous a été permis d'observer la présence d'un niveau d'eau gelée au-dessus du radier de l'exécutoire du réseau pluvial de la municipalité et dans le ruisseau immédiatement au sud du bassin de rétention. Ces observations hivernales, bien que limitées dans le temps, viennent appuyer l'hypothèse que ce ruisseau pourrait être à débit constant depuis 2007. En conclusion, il apparaît que la classification de cette branche du ruisseau Guérenton devrait être réévaluée à la lumière des nouvelles conditions hydrogéologiques engendrées par la construction en 2007 du bassin de rétention et de son raccordement au réseau pluvial d'une section de la ville de Mercier. Cette évaluation devrait être réalisée sur l'ensemble du sous-bassin versant de la branche du ruisseau Guérenton et devrait inclure l'ensemble du secteur urbain dont le réseau pluvial se déverse dans le bassin de rétention. Est-ce que vous pouvez lui demander c'est quoi pour lui un cours d'eau intermittent? D'après vous, c'est quoi un cours d'eau intermittent? Un cours d'eau régulier, savez-vous c'est quoi? C'est parce que ça coule régulièrement. Un cours d'eau régulier, c'est un bassin qui a de l'eau à longueur d'année et qui ne devient, qui en tout temps a un débit qui soit minime, mais qui a un débit à l'intérieur. Moi, je viens de vous dire qu'on a des employés qui ont constaté plus d'une fois, l'été passé, je ne parle pas de 79, là, on a plusieurs bases de données. On a des cartes que vous me dites qui datent de 79, je n'ai pas à mettre. Je ne vous mets pas en doute, je vous dis, on a des cartes qui datent de 79, que le ministère de l'Environnement se base dessus. Il doit avoir certaines crédibilités, d'une part. D'autre part, on a la MRC Roussillon qui nous confirme que c'est un cours d'eau à débit intermittent. Et nous avons des employés, l'été passé, qui ont constaté de visu que le cours d'eau était à sec. Et ils ont même fait un serment à l'effet qu'ils l'avaient constaté. Moi, à partir de ces données-là, je ne peux faire autre chose que de dire que c'est un cours d'eau intermittent. Hey, Madame Michaud, quand vous vous présentez en cours, là, qui est-ce qui va avoir la preuve? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un titre, qui est un professionnel, qui étudie les cours d'eau durant de 6 mois à 1 an, ou c'est un employé qui n'a pas les classifications et qui pense, moi là c'est drôle, j'habite à côté de cette terre-là et j'ai vu de l'eau à chaque fois que je me suis promené, que j'ai pris une marche durant l'été. Fait que, honnêtement, là, je vous dis pas ça parce que je veux plaider pour ou contre dans le dossier. C'est des faits que j'amène ici. Mais eux aussi, c'est des faits. Bien, c'est parce que c'est pas... Oui, mais Mme Michaud, c'est pas des professionnels. Mais vous non plus? Bien, je suis pas un professionnel, moi, mais par contre, voilà. Un hydrogéologue qui fait une étude parmi ça... Je voudrais juste clarifier que dans votre texte, vous parlez toujours au conditionnel. C'est pas une affirmation. Il dit, il pourrait, ça pourrait. C'est du conditionnel. C'est pas une affirmation que vous nous avez lue là. Absolument. Absolument. Je dis pas que le cours d'eau est à 100% à débit régulier. Ce que je dis, c'est que pour lancer un projet dans lequel il faut respecter la réglementation, il faut être prudent. C'est ce que nous avons fait. Pour ça prend une analyse d'un professionnel. Et un professionnel, c'est un hydrogéologue qui vient pendant 6 mois à 1 an minimalement étudier un cours d'eau, à savoir s'il est définitivement régulier ou intermittent. Et moi, ce que je veux savoir par rapport à ça, c'est quoi votre position? Est-ce que vous allez continuer avec le projet comme il est entamé? Absolument. Absolument. Parce que vous savez que vous êtes régi par le Code civil du Québec. Et si on est capable de prouver que c'est un débit régulier, les propriétaires doivent remettre l'état des lieux hors de tout doute. Donc, en totale légalité. Exactement. Donc, c'est un gamble que nous, on a pris toutes les procédures nécessaires pour s'assurer que c'était conforme à notre réglementation.
C'est ce que nous avons fait. Maintenant, nous sommes divergents sur la position du ministère de l'Environnement, la position de la MRC, la position de la Ville de Mercier, avec 3 témoins sous assermentation. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est libre à vous. Je ne peux pas vous empêcher. Mais ceci étant dit, nous, on a fait notre devoir de municipalité, puis on est allé de façon diligente en s'assurant dans chacune des étapes. Puis là, je veux vous confirmer, là, regardez ici, là, ça, c'est le dossier de la Terre 152. Là, vous êtes sur le cours d'eau, mais avant ça, vous avez été sur les grenouilles, vous avez été sur un paquet d'autres affaires. On a travaillé ce dossier-là de façon extrêmement diligente. Et là, on est rendu à l'étape qu'il y a un promoteur qui, lui aussi, a des droits. Et nous, en termes de municipalité, il faut s'assurer que tout le monde sont respectés et que leurs droits sont respectés. Et c'est ce qu'on fait. On a des obligations et on les respecte, nos obligations. Parce que si on continue à vouloir retarder un projet indûment, bien là, on expose la Ville à des poursuites. Exposer la Ville, là, si la Ville avait agi avec diligence, c'est ce qu'on a elle fait. aurait fait appel à un professionnel pour évaluer le cours d'eau. Les grenouilles, il n'y a jamais été question des grenouilles dans peu importe le dossier de la... J'ai la preuve ici qui vient du ministère de l'Environnement. Ce qui a été amené là, au niveau de la Terre 152, c'est, on a parlé, il y avait une prescription acquisitive qui était dans le dossier, dans laquelle la Ville n'a jamais appuyé les citoyens. Et deuxièmement, ce qui était acquis par les citoyens a fait affaire d'une négociation entre 2 parties avec des avocats. Donc, c'était le seul litige qu'on a eu. Par la suite, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on vous a rencontré pour vous avertir qu'effectivement, ça contrevenait à la réglementation municipale, l'interprétation qu'on faisait du cours d'eau, et c'est ce qui est amené dans la Terre 152. Je vais vous ramener à l'avis juridique que vous nous avez effectivement donné au mois de novembre. Et dans l'avis juridique, c'était très clairement dit que c'était selon les informations que vous, lui, aviez fournies à titre de client. Des observations fournies. Exact. Exactement, qui sont les mêmes observations qui sont observées par un hydrogéologue, un expert Qui en dit qu'il évaluation pourrait, qui est conditionnel. Absolument. Il n'y a pas d'affirmation là-dedans. Alors que nous, on a des affirmations du ministère de l'Environnement, de la MRC et des employés de la Ville qui ont vu que ce cours d'eau-là était à sec. Les observations que vous avez, Mme Michaud, là, ça vaut rien. Parce que la MRC, c'est vous qui le dites. La MRC là, prétend qu'ils n'ont pas la compétence de définir la nature d'un débit et que c'est après un hydrogéologue pour établir la nature d'un cours d'eau. On peut en discuter ici jusqu'à minuit, puis on ne s'entendra pas, c'est clair. Ça fait déjà 1 an qu'on est sur ce dossier-là, puis qu'on ne s'entend pas. Fait que c'est clair qu'on ne s'entendra pas, même si on en discute jusqu'à minuit. Moi, ce que je vous dis, là, j'ai ici l'historique complet de tout ce qu'on a fait à titre de ville dans ce dossier-là. Moi, je vous dis qu'on a travaillé, tout le monde ici, la direction générale et tous les employés, de façon diligente pour traiter ce dossier-là. Vous l'interprétez de façon différente en disant qu'on a été de mauvaise foi ou qu'on n'a pas été diligent dans le dossier. On ne s'entendra pas, là. Je ne dis pas que vous avez été de mauvaise foi. Ce que je dis, c'est que dans la lecture du dossier que vous faites, malheureusement, effectivement, il y a un manque de diligence de votre part parce que vous basez votre argumentaire sur des propos qui ne tiennent pas la route devant un tribunal, que ça prend des experts pour déterminer la nature d'un cours d'eau. Et dans toutes les choses que vous me dites, il n'y a aucun expert qui s'est prononcé. C'est votre prétention, mais on est dans un pays libre, monsieur. Vous Absolument. pouvez faire ce que vous avez à faire. Moi, je ne peux pas faire plus que ça. On a fait ce qu'on devait à faire, nous. Moi, j'ai la conscience très tranquille sur le travail que la Ville a fait au niveau de ce dossier-là. Parfait, merci. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Juste une petite question. Il me semble que lors du dernier conseil municipal, j'avais posé la question sur les vérificateurs des états financiers. Oui. J'avais demandé pourquoi on ne donnait pas des contrats pour 3 ans qui coûtaient moins cher qu'une fois par année, ce qu'ils faisaient avant, si je ne me trompe pas. On m'avait dit que ça ne se faisait pas. Puis là, je le vois que vous le faites en 3 ans. Ça veut-tu dire qu'il y a des gens dans le conseil municipal qui peuvent nous dire des affaires, n'importe quoi, puis on n'a pas de moyen de vérifier? Parce que. Pourquoi vous dites que ça ne se faisait pas? C'est faux. C'est le maire qui m'a dit ça. J'ai dit comment ça fait? Moi, je vous ai dit ça, là. Pas vous, l'ancien conseil. J'avais dit, ça fait longtemps que je suis là-dedans, qu'on fait toujours ça par 3 ans parce que ça coûte moins cher. Moi, ça, on ne peut pas. On peut pas. Puis là, je me pense pas que vous le faites. Il y a quelque chose à quelque part. Ils nous prennent là-dessus pour des totons ou c'est parce qu'ils ne savaient pas? Simplement, on donnait l'information. Il faudra lui poser la question. OK.
Merci, c'était juste sûr que j'avais été fatigué. Ah, OK. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y a des gens qui ont d'autres questions? Bonsoir, Serge Leduc. Au point 11, à santé publique, en fin de compte, ça dit que vous avez donné le contrat à la firme Julie Dagenet, architecte. Il y a une mention, ça a marqué plus haut pointage. Actuellement, c'est-tu la plus basse soumission? Puis la même chose pour l'autre appel Je vais vous laisser M. Ferland vous expliquer comment ça fonctionne. En matière de services professionnels, ce que la loi nous dit, c'est qu'il doit y avoir une analyse qualitative qui est faite des offres qu'on reçoit, en fait, des soumissions qu'on reçoit dans un premier temps. Dans le fond, c'est les prescriptions de la loi. C'est 573.1 suivant de la loi sur les... M. Ferland, est-ce que c'est possible d'approcher votre micro parce que les gens ont de la difficulté à vous entendre? Comme ça, oui. Donc, ce que je disais, c'est qu'en matière de services professionnels, il y a une analyse qualitative qui doit se faire des soumissions. Et puis, à ce moment-là, il y a un pointage donc, qui est donné selon certains critères qui sont établis là, par la Ville, notamment l'expérience, par exemple, de la société d'architectes, etc. Donc, dans un premier temps, au niveau de l'analyse qualitative, on regarde si... enfin, la soumission est donnée en deux enveloppes. L'enveloppe de prix est scellée. On n'a pas accès à l'enveloppe de prix avant d'avoir fait d'abord l'analyse qualitative des soumissions. Donc, dans un premier temps, selon les critères qui sont établis par la Ville, nous allons vérifier certains aspects là, de la soumission. Il y a une note de passage là, qui doit être il y a une note là, qui doit être donnée à cette soumission-là pour passer. Là, dans le fond, il y a une note de passage qui est de 70%, dans le fond, par rapport aux critères qui sont donnés. Une fois que le soumissionnaire ou les soumissionnaires ont atteint cette note de passage, à ce moment-là, il y a moyen d'ouvrir l'enveloppe de prix. Et le prix comme tel est un critère important. Dans le fond, on prend tous les critères qualitatifs, on ajoute le critère du prix. Il y a un calcul mathématique là, qui se fait, qui est déterminé encore une fois par la loi. Et donc, à partir de là, on obtient un pointage. Je vous dirais que, en principe, c'est le plus bas soumissionnaire conforme qui obtient, malgré là, toute cette analyse qualitative-là, puisque le prix est un critère important dans le choix là, du soumissionnaire. Dans le fond, plus le prix est bas, généralement, plus le pointage va être haut au niveau de l'analyse. Parce que j'ai toujours pensé que c'était la plus basse soumission, mais là, vous parlez de plus haut pointage, mais vous dites que quand il fait le pointage, il n'y a pas de prix en considération, mais après ça, le prix vient influencer le pointage. Dans le fond, on regarde le pointage dans un premier temps, pour savoir le pointage sans le prix. Il y a une note de passage qui doit être atteinte par les soumissionnaires. Une fois que cette note de passage-là est atteinte, on ouvre les enveloppes de prix qui devient un critère. Et ensuite, on fait, comme je vous dis, c'est un calcul mathématique qui se fait, qui donne un pointage aux soumissionnaires. Et c'est le plus haut pointage qui obtient le contrat. Je vous dirais qu'en principe, généralement, c'est le plus bas prix. Quand on parle, pas nécessairement. C'est pas nécessairement le plus bas prix. En ce qui nous concerne ici, en matière d'architecture, si je ne m'abuse, c'était aussi le plus bas soumissionnaire conforme. Parce que, comme je vous dis, le prix a une importance assez forte quant au pointage à donner. Par ailleurs, c'est la loi qui nous oblige à utiliser ce principe-là. Lorsqu'il ne s'agit pas de services professionnels, vous avez raison, c'est le plus bas soumissionnaire conforme. À ce moment-là, il n'y a pas d'analyse qualitative qui se fait. Oui. Merci. Puis, en complément, si je peux me permettre, oui, allez-y. La deuxième soumission en architecture était de 40 000 $. Donc, 20 là, on l'a à 28 000 $. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Bonjour, Francis Crane. Je vais sur le sujet de la Saint-Jean-Baptiste. Oui. Il y a eu des informations qui sont publiques, donc les conférences de presse que vous avez données, il y a des informations connues par les journaux locaux. Je trouve qu'il y a des points qui ne concordent pas par rapport notamment aux donateurs, aux généraux donateurs, pour inviter un groupe majeur pour les festivités.
bon, on nous dit que à la conférence de presse que vous avez donnée, vous dites que le donateur faisait un don à la ville de Mercier pour inviter un groupe. Et alors que ce qu'on a lu dans les journaux, c'est que le donateur avait approché la maison des jeunes pour faire ce don-là. Donc j'aimerais savoir des éclaircissements à ce sujet. OK. Dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que, étant donné que c'est les festivités du 50e et du 175e de la paroisse, il y a un citoyen de Mercier qui a décidé d'être généreux et de donner 30 000 $ pour permettre à la festivité d'avoir accès à un artiste d'envergure dans le cadre des festivités de la Saint-Jean-Baptiste. À l'époque, quand c'était la Maison des Jeunes qui devait être l'organisateur, il avait approché, ce citoyen-là avait approché la Maison des Jeunes pour lui dire « Si tu es prêt, si ça vous intéresse à avoir accès à un artiste d'envergure, je suis prête à vous faire un don de 30 000 $. Lorsque la Ville a décidé de reprendre l'organisation de la fête de la Saint-Jean-Baptiste, le donateur a fait le même don pour la Ville, à la Ville de Mercier, pour permettre l'accès à un artiste d'envergure. Donc le don n'avait pas été fait à la Maison des Jeunes? Pas du tout. Okay, il y avait eu des pourparlers, mais ce n'était pas fait encore. Est-ce que c'est fréquent que quelqu'un te fait un don à une ville? C'est la première fois que, ici à Mercier, les autres villes, je ne le sais pas, mais c'est la première fois à Mercier, à ma connaissance. Est-ce que c'est légal? C'est légal, absolument. Et je vous dirais qu'on a effectivement entendu parler des rumeurs à l'effet qu'il y avait des gens qui colportaient que c'était la collusion ou de la corruption. Donc, on est actuellement en contact avec un avocat spécialisé dans le domaine des affaires municipales et qui est reconnu comme étant un conseiller en éthique et de déontologie, qui va nous émettre une opinion juridique que nous allons déposer ici à l'Assemblée du Conseil de Ville et qui va être par le fait même rendu public. Donc, vous pourrez en prendre connaissance comme bon vous semble. Ben oui. Donc, ensuite, pour le futur de la Saint-Jean-Baptiste, donc si je comprends bien, là, cette année, la Ville perd le statut de fête régionale. Exactement. Est-ce que dans les années futures, la Ville... Je ne suis pas certaine que qu'on souhaite revenir fête nationale, parce que quand on est une fête une fête régionale, parce que quand on est reconnu comme étant une fête régionale, il y a beaucoup d'obligations qui en découlent, dont le fait qu'on n'aurait pas le droit de charger à la porte. Ce que je comprends, lorsqu'on nous avons parlé avec la fête nationale, ils avaient un passe-droit, mais légalement, la Maison des Jeunes n'aurait pas eu le droit de charger de 5 $ à la porte. Il faut que ça soit une contribution volontaire, mais la fête nationale, la fête régionale ne permet pas ça, d'une part. D'autre part, cette subvention-là est reliée aussi avec l'obligation que s'il y a des surplus qui découlent de l'organisation d'une année, ces surplus-là doivent être réutilisés pour l'organisation de la fête de l'année suivante. Ce que la Maison des Jeunes ne faisait pas parce qu'eux, ils voulaient utiliser, puis c'était correct, là, ils voulaient utiliser cette activité-là pour en faire une levée de fonds. Mais dans les faits, la loi sur les fêtes régionales ne le permet pas. Fait que nous, ce qu'on va faire en tant que ville, c'est on le fait la fête nationale locale, puis je ne suis pas certaine que ça va nous tenter d'aller chercher encore une fois la fête régionale, parce que ça va nous limiter de charger ou de nous permettre la latitude qu'on aurait droit si on n'est pas une fête régionale. Mais pourtant, les gens payaient pour rentrer sur Oui, mais c'est ce que je vous dis, c'était pas légal. Ils le toléraient, mais ce n'était pas légal et c'était pas garanti qu'il aurait pu le faire encore cette année. OK. Moi, j'ai parlé avec la directrice de la Société nationale des Québécois du Oui. qui m'a dit que dans un montage financier, c'était accepté qu'il y ait un montant payé par les citoyens pour entrer sur le site, en tant que ce soit minime, que ce ne soit pas exagéré. Donc, que ce soit pas un montant... En tout cas, si c'est le cas, on réévaluera. Si c'est le cas, on réévaluera l'année prochaine. On a une nouvelle directrice des loisirs qui va avoir ce dossier-là puis qui va faire l'analyse et d'en faire des recommandations au Conseil de Ville. Donc, pour les Saint-Jean, dans le futur, est-ce que ça veut dire qu'ils vont être de moindre envergure? Absolument pas. Absolument pas. Parce que je peux vous dire qu'à maintenant, à la Ville de Mercier, nous avons une personne qui travaille sur le dossier d'aller chercher des subventions. Et actuellement, nous avons un engagement pour avoir une subvention à la hauteur d'environ 20 000 $ qui va provenir d'un autre fonds que le fonds de la fête nationale, ce qui va nous permettre d'avoir accès, en plus du don pour cette année de 30 000, à un artiste d'envergure. Puis notre souhait n'est pas de diminuer cette activité-là, bien au contraire. D'accord. Merci. Merci beaucoup.
Est-ce qu'il y a des gens qui ont d'autres questions? Puis le 20 000 est supérieur à la subvention du mouvement national de 13 000 Exact. Puis pas d'obligation. Exact. Parfait. Donc, ça va prendre un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Je la propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Bien, merci beaucoup et bonne fin de soirée.